Et oui, ça fait débat chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines. Et oui, nous revenons sur l'actualité qui continue à faire débat en République démocratique du Congo. Le scrutin de 2023, oui, le scrutin qui s'est finalement tenu le 20 décembre, comme annoncé par la centrale électorale. Quelles leçons tirées de ces élections? Comment justement, alors que le président sortant par favori pour un second mandat, qu'en sera-t-il des législatives? On va analyser ici sur ce plateau avec justement des analystes tant bien politiques que scientifiques. Nous avons Monsieur Christian Choukourou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, bonne année. Bonne année également à vous. Bonne année à tous les téléspectateurs. Nous avons Monsieur Dieudonné Mouchagaloucha, qui est expert justement en questions électorales, mais aussi membre de la société civile. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je suis ravi de participer à ce dernier numéro de Ça fait débat de l'année 2023. Et nous avons Monsieur Louis-Dor Balikelai, qui est doctorant, mais également chef de travaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de l'invitation. Et Monsieur Olivier Sambaï, qui a pris également l'habitude et le goût de participer à cette émission. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes également professeur, enseignant. Voilà. L'alliance et les détails. L'alliance et les détails. Nous sommes très stricts en ce qui concerne les grades et les fonctions. La fonction, vous pouvez être scientifique, mais sans être enseignant, dévoué à la recherche. Exactement. Et moi, je suis enseignant à l'université de Kinshasa. Telle est ma fonction. Alors, c'est un réel plaisir de prendre part à cette émission où on édifie la population par rapport aux questions d'actualité. Non, merci à vous et surtout joyeux Noël à vous, aimables téléspectateurs. Et oui, nous allons justement entrer dans le vif du sujet. Les élections s'y sont tenues finalement en République démocratique du Congo. Oui, on parlera des élections entachées de quelques irrégularités, des élections d'ailleurs qui ont pris au-delà du jour prévu, plus de 2 jours exactement. On se dit aujourd'hui finalement, quelles leçons tirées de ces élections d'entrée de jeu, Monsieur Louis-Dor Balikelai? Merci beaucoup. Me donner la parole, le premier, c'est pas toujours facile. Les leçons sont nombreuses à tirer de ces élections. Et la première, c'est que, il faut le reconnaître, le défi était de taille. Personne ne pensait qu'il pouvait être relevé. Ça veut dire tenir ces élections dans le délai. En tout cas, c'était une chimère pour beaucoup. C'était une utopie. Les gens n'y croyaient pas. Mais je crois que vous aviez bien fait à l'époque, la veille, presque la veille de la tenue des élections, de nous recevoir sur ce plateau pour nous permettre de faire nos analyses sur la possibilité ou non d'avoir les élections dans le délai. Et le même jour, le président de la CENI, sur une radio de la place, confirmait qu'il y aurait élection dans le délai, le 20 décembre. Et les élections ont eu lieu. C'est déjà une très bonne chose qu'on ait respecté le délai constitutionnel, mais il faut avouer que beaucoup d'irrégularités ont été notées, mais également aussi beaucoup de cas de fraude, beaucoup de cas de bourrage d'urnes. On a vu sur les réseaux sociaux des listes des personnes impliquées à tort ou à raison dans ces cas des violations de la loi électorale, des bourrages d'urnes, des fraudes, et j'en passe le meilleur. Nous estimons que la Commission électorale nationale indépendante, qui a bien voulu accéder à la demande des milliers de Congolais d'instituer une commission d'enquête devant statuer sur ces cas de fraude, de bourrage d'urnes et consorts, devra effectivement faire ce travail et que les auteurs de ces actes de la honte soient sanctionnés. Parmi eux, vous le savez, il n'y a rien à cacher. Beaucoup, ce sont des ministres en fonction, des députés de l'ancienne législature, dont d'ailleurs le président en exercice, candidat à sa propre succession, aurait dit lors d'un de ses meetings que les élus de 2018 à 2019 ne lui ont pas facilité la tâche et donc il appartenait au peuple de les sanctionner, ce qui a été fait. Nous voudrions aussi il a dit exactement, je crois, à l'Odja. Exactement. Donc ce discours a apporté des fruits parce qu'on a vu la population s'approprier le processus électoral. Je peux dire sans la peur de quoi que ce soit que la sécurisation du processus électoral qui revenait à la police n'a pas été à la hauteur des attentes. Par contre, c'est le peuple qui s'est approprié le processus, c'est le peuple qui a protégé certains matériels électoraux, c'est le peuple qui a dénoncé
les acteurs politiques dans des jeeps fumés la nuit autour de 2 heures, 3 heures, qui rôdaient autour des centres et bureaux de vote. C'est le peuple qu'il faut saluer. Et donc, cette détermination n'est pas à oublier, au-delà, bien entendu, des irrégularités que nous condamnons tous de vive voix. Mais il faut dire que, comme nous l'avons entendu, je ne partage pas le point de vue de ceux qui croient que c'est Denis Kadima qui est la base du désordre qu'on a vu, parce que nous avons vu les agents de la CENI dans certains bureaux, dans certains centres, être séquestrés par les militants, les sympathisants de certains candidats, être tabassés, et on a vu même certaines machines à voter, les devs, être ravis par les candidats ou les militants de certains candidats. Et donc, moi, je ne pense pas que Denis Kadima pouvait faire la magie de se dédoubler en des milliers de policiers pour être derrière chaque machine à voter, pour être derrière chaque bureau ou chaque centre de vote. Et donc, je pense que le processus de sécurisation des élections n'a pas relevé les défis qu'on attendait, bien entendu, de ce département. Et donc, on n'a qu'à tirer les leçons de ce qui s'est passé pour améliorer ce qui pourrait venir dans les jours à venir. Donc, c'est comme la MONUSCO disait qu'on ne peut pas voir les casques bleus derrière chaque Congolais pour le protéger, de la même manière par un procès de métaphore, sans être, je le dis, comme je dis la fois passée, je ne suis pas le porte-parole de Denis Kadima, mais je dis les choses comme scientifique, j'ai fait mes analyses, je considère qu'il ne devait pas être dans autant de bureaux de vote à travers l'ensemble du territoire congolais pour pouvoir, bien entendu, voir ce qui se faisait. Mais que les auteurs de bourrages d'urnes, la liste qui a circulé, que l'ANER contribue au travail de la commission d'enquête de la CENI pour vérifier effectivement si les allégations sont fondées, parce que l'ANER dispose des antennes et des services dans chaque commune, dans chaque territoire du pays, et donc les responsables ou les représentants de ces services de renseignement est habilité à faire un rapport, bien entendu, concernant les cas de fraude, de bourrage d'urnes, pour permettre à la commission d'enquête de la CENI de prendre des mesures, et nous suggérons que ce soit des mesures qui aillent dans le sens d'invalider les auteurs de ces actes de fraude et de bourrage d'urnes, ou carrément de les déférer devant la justice. Comme ça, les gens peuvent quand même croire aux élections dans ce pays. Si cela n'est pas fait, en tout cas, je crois que beaucoup de jeunes, après, nous n'aurons pas le courage de postuler ou donc de croire à la démocratie dans ce pays. Monsieur Christian Chokora, les élections, peut-on dire que c'était des élections crédibles, transparentes et apaisées? J'ai eu la chance de faire partie des équipes d'observation électorale dans la région des Grands Lacs essentiellement. Je n'ai jamais vu un processus électoral sans irrégularité quelconque. Il y a toujours quelque chose qu'on reproche à un processus électoral. Mais moi, mon analyse va au-delà de toutes ces questions. Est-ce que la CENI était-elle prête pour organiser les élections le 20 décembre 2023? La plus grande question doit être, je crois, celle-là. Nous sommes malheureusement dans un pays qui n'est pas intéressé par ce qui peut être essentiel ou ce qui peut contribuer à un développement ou à la paix durable. C'est-à-dire que nous avons des individus, des politiques qui ne courent que derrière des intérêts personnels. Et ça, c'est un problème très sérieux. Il était clair que, compte tenu de la situation en commençant par l'élection du bureau Kadima, qu'on avait perdu beaucoup de temps autour de la mise en place de ces bureaux. 26 mois. Et imaginez-vous 26 mois. Ça, on n'a pas tenu compte de cette question, cette problématique. Tout simplement parce que quelqu'un voulait que ce soit lui, l'autre pas l'autre, ainsi de suite, et on a tourné en rond. Ajoutez à cela l'immensité de nos territoires nationaux et les défis qu'il y a, notamment dans des voies de communication. Mais M. Chokora,
Les 26 mois de retard. Qu'est-ce que je veux dire? L'immensité de la RDC, c'était des problèmes qui étaient veux connus bien avant. Qu'est-ce que je vais insinuer par cela? Tous les acteurs politiques, opposition comme pouvoir, étaient conscients de ces faits. Il était clair que, c'est vrai, si on tient les élections le 20 décembre 2023, il y aura de problèmes que nous sommes en train de décrire sur votre plateau de télévision. Mais malheureusement, ceux de l'opposition attendaient que le 20 arrive et qu'il n'y ait pas élection pour saisir l'occasion et torpiller les pouvoirs en place, parce que des gens commençaient à crier transition sans Félix. Mais on a vu dans ce pays les élections être reportées et le président reste en fonction jusqu'à la prochaine passation de pouvoir, justement après les élections. Donc, mais vous pensez c'est des choses qui ont déjà été vécues en République démocratique du Congo. Parce qu'il y avait des agitations mais ici. Mais quand on parle de pression... Il y a même des gens qui, pour faire pression, se sont ralliés à l'agresseur qui tue chez nous. Donc vous comprenez, les Congolais, c'est ce qu'il est. Mais on suppose que la centrale électorale, c'est une structure qui est indépendante et qui ne dépend nullement de la pression des politiques. C'est justement quand on place quelqu'un à la tête de la CENI, ça veut dire qu'il peut passer outre les pressions politiques. Mais le président de la CENI ne peut rien faire sans le parti prenante au processus électoral. Ça, c'est un détail important. Quand déjà les acteurs posent problème, quand les acteurs n'ont pas l'idée d'avoir des bonnes élections, mais plutôt se retrouver. Mais pensez-vous qu'à l'heure actuelle, avec la manière dont le processus s'est développé, s'est déroulé, le scrutin s'est déroulé, ces mêmes partis politiques ne vont-ils pas poser de problème? Mais le vin étant tiré, il faut le boire. Parce que si réellement on aime ces pays, si on ne voulait pas que ce que nous décrions puisse arriver, les gens devraient oublier leurs intérêts pour dire, écoutez, nous sentons que si nous organisons les élections le 20 décembre, il y aura problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se rencontre et trouver une solution, soit repousser d'un mois, 2 mois, mais sans que les gens n'aient des calculs derrière la tête autour de postes pendant cette période. Personne n'était pas dans cette logique. J'ai même vu des gens qui étaient pour ce processus, mais une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas gagné, ils ont remis en cause le processus électoral. Ça, c'est un problème très sérieux. Alors, finalement, on se pose la question, si réellement nous sommes prêts pour cette démocratie, que chaque parti, chaque officine politique essaie de... Ces revendications font également partie de la démocratie. Il y a un problème sérieux. Il en est de même, mais excusez-moi, ce n'est pas les sujets, mais même les aspects sécuritaires, ça devrait nous unir. On ne peut pas affaiblir le commandant en chef en période de guerre. C'est de la trahison. C'est la même manière. On devrait nous mettre ensemble pour notre bien-être commun, parce que le processus électoral, c'est un bien-être commun, c'est quelque chose qui solidifie notre lien, c'est quelque chose qui nous met ensemble, qui nous aide à aller vers des lendemains meilleurs, mais les gens abandonnent l'essentiel pour se focaliser sur l'accessoire. Et c'est là les Congolais, malheureusement. Et c'est un problème sérieux que nous sommes en train de déplorer. Vous nous avez appelés sur ces plateaux pour analyser objectivement le processus électoral. Je me dis que nous avons encore du chemin à parcourir. Tant que l'homme congolais n'a pas encore enlevé les idées des intérêts avant la patrie. Vous parlez de deux choses distinctes. Et c'est ça notre malheur. Nous avons un problème technique qui n'est nullement politique, qui est scientifique et technique. C'est le processus électoral. Et de l'autre côté, les membres prenant part, c'est des politiques. Alors, monsieur Olivier Sambaye, dans les deux cas, comment séparer justement cette question électorale, la traiter de manière scientifique et non politique? Parce que scientifiquement, ça donne un autre visage. Et politiquement, ça donne aussi un autre visage. Madame, vous savez, toute politique qui est avisée de la science, c'est la clé de tout développement. La raison pour laquelle j'ai mis en place une ASBL dénommée cercle axiologique, c'est juste pour parvenir à réaliser cette alliance qui se veut pour moi une impérative. En tout cas, c'est vraiment
une alliance impérative entre la science et la politique. Parce que vous comprendrez que dans l'action politique, il y a une morale propre à la politique. Et cette morale-là consiste à légitimer les antivaleurs, consiste à cautionner tout ce qui est contraire aux normes et contraire à la loi. C'est-à-dire quand on fait la politique, par exemple, si on qualifie quelqu'un aujourd'hui de politique ou de politicien, c'est avec péjoration, vous voyez, des sens péjoratifs. On les considère comme quelqu'un qui n'est pas sérieux parce que celui-là, c'est un politicien. C'est un menteur. Donc, une morale propre à la politique qui fait que lorsque vous faites la politique, vous êtes considéré comme étant quelqu'un qui est, en tout cas, des pleins pieds dans les antivaleurs. C'est la différence entre la politique telle qu'effectuée au Congo, en Afrique et sous notre cieux, par exemple en France et en Belgique et ces pays hautement développés. Alors, il faudrait que les acteurs politiques qui sont comme les personnes habilitées à organiser la bonne gestion de la chose publique s'ouvrent à la raison et comprennent que la gestion de la chose publique n'est pas une affaire individuelle ou une affaire qui consiste à ne pas s'ouvrir à la raison. On est dans un cas d'espèce. Nous sommes dans un cas où quelqu'un veut avoir des voix. J'ai battu campagne, oui. J'étais sur terrain, oui. J'ai sensibilisé, j'ai fait des actions, j'ai sensibilisé la population, oui. Mais devant le jeu électoral, c'est les votes qui comptent. Et quelqu'un se rend compte que malgré mon dévouement, malgré mon sérieux, je n'arriverai pas à atteindre, par exemple, le quota demandé. Et il va, vous mettez quelqu'un de la sécurité qui peut être facilement corrompu, à qui la faute? C'est à vous le processus ou aux politiques qui a corrompu? C'est ce que je suis en train de dire, on légitime les antivaleurs. Parce que je veux faire la politique, je dois facilement corrompre. Même si je n'ai pas de base, je n'ai pas sensibilisé, je dois corrompre la CENI. Même si tu as sensibilisé. Même si vous êtes sensibilisé. Vous savez, il y a des gens qui ont monté déjà des cartes. Je connais beaucoup de candidats qui ont... c'est devenu un tout petit peu la mode pour certains électeurs, surtout que ce soit à la présidentielle qu'aux élections législatives. Quand on prépare la campagne électorale, on pense la CENI. Qui est-ce que je peux contacter à la CENI pour me faciliter mon élection? On ne fait pas seulement la campagne en croyant à sa population, même si je suis élu, je suis voté massivement, il me faudra des lobbying auprès de la CENI, auprès du gouvernement, ou disons, auprès de l'autorité morale de mon parti politique pour qu'on puisse me faciliter l'élection. Donc vous voyez une sorte d'antivaleur qui est normalisée, qui est légitimée au sein de la société. La première des choses, il faudrait qu'on rationalise la gestion de la chose publique. Vous savez, les idées claires et distinctes sont celles qui doivent être à la base de la gestion de la chose publique. Fort malheureusement, ce n'est pas notre cas au Congo. Au Congo, on gère avec les états d'âme plutôt que de gérer avec l'âme de l'État. Et l'âme de l'État consisterait justement à prendre ce qui est beaucoup plus important, très avantageux pour la population. Comme M. Choukour l'a dit, on fait la politique pour soi et non pour les autres. On vient en politique pour se servir et non pour servir la population. Nous, on est dans un cas d'espèce. Ici, on parle de la centrale électorale. On parle de la centrale électorale parce que c'est animé par des humains qui sont des Congolais qui ont une certaine mentalité, qui n'est pas une mentalité autre que l'imaginaire collectif du peuple congolais. Donc, il est difficile qu'ils sortent de cette situation si et seulement si on n'instaure pas une sorte de léviathan. Madame, c'est le quatrième processus électoral. Est-ce qu'on peut se rappeler une seule fois où on a traduit l'organisateur des élections en justice pour avoir violé la loi électorale? Alors qu'il y a des violations qui se suivent dans chaque processus électoral. On donne les moyens à la CENI. Je ne sais pas si le gouvernement n'a pas donné les moyens dans sa totalité à la CENI. La CENI a présenté un budget. Le gouvernement a mobilisé le budget avec la sueur des peuples congolais qui payent les impôts et sur base de ça, on fait la mobilisation. On épargne 1 milliard, dont 500 millions ont été jetés par la fenêtre dans ces processus que je fustige d'enrôlement. Mais on organise l'élection avec plus d'1 milliard de dollars. On donne à la CENI tout ce qu'il faut pour organiser l'élection. Et la CENI, je souligne, intentionnellement, viole la loi électorale.
intentionnellement. Parce qu'il n'y a rien qui peut justifier le fait que certaines dispositions de la loi électorale ne soient pas respectées. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Et il passe à la télé, tout bonnement. Quelle disposition? Je veux, par exemple, l'article 8, qui dit 30 jours au plus tard, avant la campagne électorale, la CENI publie la liste définitive des électeurs par centre et par bureau de vote avec indication du bureau de vote. Ça n'a pas été respecté. Et pourtant, la CENI a tous les moyens de publier avant le 19 novembre. Nous devions déjà avoir la liste affichée dans tous les centres de bureaux de vote. Intentionnellement, la CENI ne l'a pas fait parce qu'il n'y a rien qui justifie le non-affichage. L'article 52 rapidement. Les jours, l'heure de scrutin se tient les dimanches ou un jour férié. Mais la CENI présente le 20, sur base de quoi la CENI a défini le 20 comme jour de scrutin. Malheureusement, nous l'avons dit, disons, 5 jours après le début de la campagne, que ça aurait des conséquences économiques, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas payé l'impôt ces jours-là. Vous savez combien est-ce que les impôts représentent dans le budget du pays. Article 56, 48 heures avant le début des opérations de vote, la CENI met à la disposition de chaque bureau de vote des bulletins de vote compatibles au nombre d'électeurs. La CENI ne l'a pas fait. Pourquoi la CENI ne l'a pas fait? On va évoquer le problème d'ordre logistique. Non, c'est fait à dessein, parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais inquiétés. On va crier violation, cour constitutionnelle, des recours et des recours. Ils ne seront pas inquiétés parce que nous n'avons pas une justice telle que définie qui peuvent sanctionner les organisateurs des élections. Et finalement, pour évoquer, parce qu'il y a beaucoup de dispositions, on ne va pas évoquer toutes les dispositions violées ici, c'est juste un échantillon, article 57. Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun d'eux dépose sa carte d'électeur. Nous avons eu des gens qui ont voté sans carte d'électeur. Sans carte d'électeur, parce que vous avez suivi à l'Est, je crois, à Goma ou Bukavu, où on a dressé la liste, on appelle les gens comme si c'était des élèves dans une école primaire où les directeurs connaissaient les visages de tous ces élèves et passaient, appelaient Chadaloucha, Louis-Dor, Choukoro, etc. Et chacun entrait sans carte d'électeur et votait. Donc c'est fait à dessein, je le dirais comme ça, parce que si on a une sorte de rigueur dans ces pays, en instaurant une sorte de léviathan comme Thomas Hobbes l'a proposé, c'est poisson marin qui n'est pas un poisson, mais une métaphore qui voudrait c'est que l'État devienne, c'est léviathan qui fait peur à la population par rapport à la sanction, une justice transitionnelle, une justice équitable, une justice qui sanctionne tout ce qui viole les dispositions de la loi. Nous sommes loin d'être cet État moderne, organisé, où on sanctionne ceux qui violent la loi de façon quasi intentionnelle. Monsieur Mouchagaloucha, je vous prends en dernier. Oui, apparemment vous avez été un prophète, ou bien vous vous sentez dans votre peau. Quand vous réalisez évidemment ce qui s'est passé, oui, vous avez plusieurs fois annoncé ici sur ce plateau que les irrégularités qui sont finalement arrivées. Oui, effectivement, je crois que je suis le plus heureux sincèrement parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai annoncé sur ce plateau et dans d'autres médias, c'est ce qui est arrivé. Je disais qu'on va arriver au chaos électoral et que si on continue sur ce chemin-là, on aura la gadoue électorale, mais pas une élection. Et c'est ce qui est vrai. Et je remarque qu'à côté de ce sentiment de satisfaction, compte tenu de tout ce que nous avons vécu, des graves irrégularités, des violations intentionnelles et massives des instruments juridiques, que ce soit la loi électorale, que ce soit la loi organique de la CENI, que ce soit la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, 3 instruments juridiques, et je peux aller même au-delà, même la Constitution, 4 instruments juridiques qui réglementent la question électorale ont tous été violés intentionnellement. Et malheureusement, ce qui m'écoeure, ce qui me fait plus mal, c'est qu'il y a des Congolais, des intellectuels de haut rang, des hommes dignes, des femmes intelligentes qui soutiennent ce que Kadima a fait. Il faut... il y a le volet politique qui entre en jeu également. C'est ça qu'effectivement, c'est tout ce que nous sommes en train de dire ici. Il faut éviter que des questions techniques, on puisse y attacher des questions d'ordre politique, puisque quand on va sur des questions d'ordre politique, on devient immoral, et ce qu'on est en train de vivre, c'est immoral. Et la preuve en est aujourd'hui que les leçons qu'il faut tirer, il y aura des résultats qui vont être proclamés, mais on a difficile d'accepter les résultats. Même ceux qui vont gagner, ou ceux qui sont supposés être gagnants, ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour expliquer
comment il faut dire, leur succès pour expliquer qu'ils ont effectivement gagné. Ils doivent fournir beaucoup d'efforts. Ça, c'est une des conséquences. Donc, c'est un fait qui parle et ce n'est pas moi. Donc, on a organisé des élections, malheureusement, et d'ailleurs, là, il faut changer d'abord les narratifs. On n'a pas organisé les élections le 20 décembre, parce que les élections se sont déroulées sur 6 jours. Et donc, au lieu du 20 décembre, il faut changer les narratifs. Et c'est là où ça me rejoint qu'on n'organiserait pas les élections le 20 décembre. Il faut commencer à parler des élections de décembre 2023 et pas élections du 20 décembre. J'aimerais que l'opinion puisse corriger cela et ceux qui sont sur ces questions. Donc, il ne faudra plus jamais parler des élections du 20 décembre. Il faut parler des élections de décembre 2023. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, je viens de dire qu'on a difficile à faire accepter les résultats qui seront issus de ce scrutin. Puisque même ceux qui vont gagner ou ceux qui seront proclamés ne se sentiront pas à l'aise eux-mêmes d'être issus d'une forfaiture électorale pareille. Ils ne seront pas à l'aise. Je suis convaincu et je suis conscient à 100% qu'ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour faire accepter leur élection. Deuxième élément, il va y avoir un problème de légitimité de ceux qui sortiraient de ces élections. Et nous venons de suivre une analyse scientifique de mon frère Wildor, que je connais très bien, qui est pointu dans cela. Il a évité de prendre une autre casquette, mais moi j'ai déjà lu ce que j'ai compris dans ce qu'il va dire. Donc, ceux qui seront issus, que ce soit la législature nationale, provinciale, ne seront pas à l'aise. Ils seront qui sont le fruit d'une fraude massive et d'une fraude intense. Et je me pose la question, comment est-ce qu'ils arriveront à regarder leurs collègues ou à nous regarder, nous-mêmes acteurs de la société civile, même vous-même, Arlette, vous les recevrez sur ces plateaux, ils seront très mal à l'aise de dire qu'ils ont gagné. À côté de cela, nous avons suivi les différentes publications, les différentes déclarations des différentes missions d'observation électorale. Nous sentons partout qu'on n'accepte pas les résultats qui seront venus de ces élections-là. Alors, à quoi bon on aurait dû dépenser cet argent? Pourtant, on pouvait faire mieux en attendant qu'on puisse être à l'aise, qu'on puisse avoir tous les éléments techniques nécessaires. Et la responsabilité, je pèse les mots, je les souligne, doit être la responsabilité de Denis Kadima, le leadership actuel de la CENI. Il n'a pas été en mesure non seulement d'éclairer l'opinion nationale et d'éclairer les politiques. Ça lui coûtait quoi, en bonne et due forme, d'expliquer, de prendre un chemin critique pour dire, voici mesdames et messieurs, j'ai connu 26 mois de retard, mais pour organiser les élections en RDC, c'est impossible, on ne peut pas avoir de bonnes élections en RDC dans moins de 2 ans, à moins qu'on soit dans la complaisance. Pour présenter cela et que les politiques décident. Et les politiques décidant, il y avait plusieurs voies de sortie. Certainement que personnellement, et moi comme acteur de la société civile, on ne souhaiterait pas avoir un vide à la tête de l'État. Ça c'est exclu. Au-delà de tout, je peux avoir des éléments objectivement à critiquer, à mettre au dos du pouvoir actuel, mais le vide à la tête de l'État, aucun Congolais ne le souhaiterait pas, étant donné que l'article 70 ou 72 dit les chefs de l'État en fonction restent. On aurait trouvé cette brèche-là. Il y avait également la prédisposition de l'opinion de pouvoir trouver une solution concertée pour qu'on aille aux bonnes élections et aux élections inclusives. Et maintenant, ce que nous avons vécu de ces chaos électoraux, ça donne déjà raison à ceux qui n'ont pas participé au processus électoral. Et ça va créer plus de conséquences au pays. Vous avez vu avec ce qui s'est passé comme meeting, comme marche de la Mouka, les éléments que nous avons vécus. C'est affreux. En tant que Congolais, je n'aimerais pas que d'autres nations puissent voir ce qui se passe chez nous, où on prend des jeunes garçons, on fait tout ça. Donc, ce sont des conséquences et on doit tirer des conséquences au sens vrai du mot et sanctionner ceux qui ont dilapidé plus d'1 milliard de dollars, 1 milliard 350 millions de dollars pour des élections chaotiques. Il n'y a pas un autre terme de le dire. Et par rapport à ça, Denis Kadima doit tout assumer. Nous avons suivi même. Il a dit que les machines, et là, il ne peut pas, que les machines avaient des GPS. Donc, il y avait des éléments géoréférentiels. Donc, des éléments géolocalisables. Ce qui veut dire que là où les machines se retrouvaient, la CENI était en mesure de repérer la machine se trouve où. Comment la CENI a laissé les machines entre les mains des individus non attitrés pour posséder ces machines, avec des éléments géoréférentiels dans la machine. C'est-à-dire, autrement dit, une machine qui est
configuré pour Moueka au centre de Bolobo-Sigé, si ça existe à Moueka, je ne sais pas. Dès que cette machine n'est pas retrouvée à Moueka, elle se retrouve ailleurs. La CENI, à l'instant même, devrait être en mesure de savoir, non, la machine qui était destinée à Télé 50, n'est pas à Télé 50, elle est à l'hôtel de ville. Voilà comment est-ce même Denis Kadima lui-même se ridiculise devant l'opinion et devant le monde entier. Et donc, il doit assumer tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, l'opinion qui pensait que Kadima était en train de servir une certaine classe politique ou un certain nombre de leaders, Denis Kadima les a rendus un très mauvais service, de manière que à l'Ambeli Bango Bilok Kamabé, c'est-à-dire que les gens vont risquer de manger, mais c'est du poto-poto. C'est du poto-poto, personne n'y croit. Puisque parlons des choses, moi j'ai toujours été le franc. Et pour aider la République comme acteur dans la société civile, j'ai toujours dit, si on ne nous écoute pas, on n'écoutera personne dans ces pays. Les voix que le chef de l'État a obtenues, c'est clair et net, les faits sont là, il a été élu, ça on ne peut pas discuter. Mais est-ce que c'est acceptable qu'il ait été élu dans des conditions pareilles? Ça donne déjà l'occasion de remettre tout en cause. Et donc, en remettant tout en cause, ce qu'il a obtenu ne lui appartient plus parce qu'on va dire qu'il a obtenu les voix dans une tricherie incalculable. Il a obtenu des voix dans une fraude inadmissible. Il a obtenu des voix dans une catastrophe électorale incompréhensible. Il a obtenu des voix. Et donc, voilà les conditions dans lesquelles on met son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de ne pas bien savourer. Alors, parlons justement des résultats partiels qui ont déjà été publiés. Félix Tshisekedi parle largement favori pour un second mandat, pour briguer un second mandat. Oui, si ça peut être plus ou moins, je dirais, acceptable en ce qui concerne la présidentielle, qu'en sera-t-il des législatives? Aujourd'hui, on se dit, finalement, avec tout ce qu'il y a eu, les législatives vont être compliquées. Oui, finalement, madame, avant que je prendre la parole... J'aimerais qu'il commence quand même pour que le temps de parole... Non, parce que même la manière dont la CENI a utilisé pour la récolte, l'encodage et le traitement des données, c'est inadmissible. Comment les premiers jours, sur moins de bureaux qui ont ouvert plus tôt, et surtout que Denis Kadima lui-même dit qu'il ne connaît pas le nombre de bureaux qui ont fonctionné. Comment ils pouvaient déjà faire une projection pour dire non, ces côtés c'est rouge, ces côtés c'est blanc, sur quelques bureaux alors que les scrutins continuaient jusqu'aux 6 jours? Parce que l'obligation de la CENI, ce n'est pas de donner les tendances. C'est les politiques qui peuvent dire des tendances. Mais l'obligation de la CENI, c'est l'exactitude. Je l'ai toujours dit, la question électorale, la doctrine de la mathématique est une science exacte. Presque risque zéro. Donc il devait attendre qu'on puisse faire la compilation de tous les résultats pour annoncer. Mais la CENI elle-même, elle était déjà dans des supputations. Voilà autant d'éléments qui poussent à ce que les résultats qu'on va publier ne puissent pas être acceptés et ne puissent pas être consommés par l'opinion. Monsieur Ludor, peut-on dire que les législatives vont inquiètent un tout petit peu? Merci madame. Je voudrais solliciter votre indulgence avant de répondre à la question qui nous introduit dans le deuxième sujet de notre émission, que je rencontre quelques préoccupations exprimées par les co-débatteurs sur ce plateau, sans répondre au nom de la CENI, mais c'est une réflexion que je développe parce que nous sommes vraiment la composition de ce plateau, je vous en remercie, c'est une composition analytique, donc on est là pour les analyses. J'ai entendu certains des collègues co-débatteurs sur ce plateau s'acharner vraiment avec la dernière énergie sur la personne de Denis Kadima, qui porterait tous les péchés d'Israël dans ce qui est arrivé. On peut l'admettre, mais il y a quand même une nuance. Je crois, mon frère Christian a démontré qu'il n'y a jamais eu d'élection parfaite au monde, même les États-Unis, qui constituent la démocratie présentée à tort ou à raison comme modèle, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. En ce qui concerne la perfection est un idéal. Mon collègue qui est philosophe comme moi sur le plateau, la perfection c'est un idéal, c'est quelque chose auquel on aspire. Alors si on pense qu'aujourd'hui le Congo peut constituer un modèle en termes de perfection, il faudra beaucoup d'années. Il faut nuancer les choses. L'engouement dont la population a fait preuve les jours des élections peut quand même nous permettre de nuancer, n'est-ce pas, peut nous permettre de nuancer nos arguments qui chargent
la personne de Denis Kadima en lieu et place du bureau qui est composé de plusieurs tendances. Mais c'est lui la tête du bureau. Quand on parle de la centrale électorale, c'est le président de la CENI. Quand j'entends mon frère parler, je ne le reconnais pas comme société civile. C'est un peu comme quand on dit président de la République. Je le reconnais plutôt comme un opposant de la MOUCA, d'ensemble des opposants. Je ne sens rien de la société civile dans son jugement qui est très tranchant. Reconnaissons, je le reconnais, j'étais candidat. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités et je suis parmi les personnes qui ont déjà porté plainte pour un bureau, n'est-ce pas, où il y a eu bourrage d'urnes dans mon quartier. J'ai saisi la CENI pour pouvoir éclairer, à travers sa commission d'enquête, éclairer la lanterne de la population qui est venue dénoncer le bourrage d'urnes qu'il y a eu dans une école de mon quartier, de ma circonscription, l'Institut Tumaini, de la commune de Lemba, donc où il y a eu des élections, alors que ce bureau-là ne semble pas se retrouver dans la cartographie électorale, à moins que la CENI le démontre, mais j'ai déjà déposé la plainte parce qu'il y a eu bourrage d'urnes de mes adversaires qui ont profité quand même des heures tardives pour le faire. Donc on reconnaît à l'unanimité qu'il y a eu quand même des irrégularités. Oui. Mais on dit que par rapport à la détermination qu'avait le peuple lui-même de s'approprier son processus, il y a lieu de faire des recommandations pour que dans l'avenir, ce qui est arrivé n'arrive plus. En ce qui concerne les listes des électeurs, en tout cas, elles ont été affichées. Je ne sais pas si mon collègue, le professeur Olivier, a voté ce jour-là, mais au moins, je reconnais... Affiché, oui, mais pas 30 jours avant. 30 jours, oui. Lui parlait du délai, c'est-à-dire 30 jours avant. 30 jours avant. Début de la campagne. Oui, effectivement. Ah, oui. Et je crois, M. Christian l'a démontré, ce que nous avons vécu, c'est la conséquence du temps pris pour mettre en place la CENI. Comment voulez-vous qu'on récupère le retard de 26 mois en si peu de temps? Dans l'entretemps, il y avait cette épée de Damoclès qui pesait sur la tête du président de la République comme institution. On disait que même pas un seul jour ne lui sera accordé si on dépasse le 20 décembre. J'ai organisé un sondage sur mon compte X. J'ai posé la question aux compatriotes, si le 20 décembre il n'y avait pas élection, qu'auriez-vous proposé? Personne n'a répondu. Vous pouvez regarder sur mon compte, il n'y a personne qui répond à la question. Donc on était dans une situation, comment dirais-je, un cas de force majeure qui a fait qu'on arrive à cela. Mais cela ne dédonne pas la CENI pour qu'elle se rachète à travers sa commission d'enquête, parce que la loi électorale lui en donne le pouvoir d'enquêter sur tous ces cas de fraude, tous ces cas de bourrage d'urnes, et que toutes les personnes qui sont concernées, le 3 janvier, lorsqu'on va proclamer les élus, les députés nationaux, que toutes ces personnes-là, si les enquêtes ne sont pas arrivées à terme, qu'on ne retrouve pas leur nom sur les listes des élus. Ça sera faire justice à tous ces gens qui ont investi leurs moyens, qui ont été corrects pour bien battre la campagne et mériter leur victoire. Et je propose, madame, profitant de votre plateau, que la CENI, la commission ad hoc mise en place par la CENI, peut procéder par une approche comparative. Qu'on regarde les résultats du premier jour, le 20 décembre, et les résultats du 21 et 22. Vous allez voir quel est le jour où les gens ont triché, ont bourré les urnes. Nombreux de ceux qui sont en fonction, ministres, députés, je ne sais pas comment, ayant constaté qu'au premier jour, la sanction populaire, le vote sanction de la population a été mise en marche, nombreux ont profité du deuxième jour pour pouvoir bourrer les urnes et tricher. Et je souhaite qu'on compare les résultats du premier jour et ceux du deuxième jour, on saura où est-ce qu'il y a eu bourrage, et qu'on voit surtout les écarts en termes de voix. Comment voulez-vous que dans un bureau, on retrouve quelqu'un avec 200 voix et le poursuivant direct a 2 voix, 3 voix? Ça, ce sont des cas de tricherie. Et il est populaire. Non, il n'y a pas question de popularité. Ça ne veut pas dire que lui, il a conquis tout cet électorat à son profit. Donc, ce sont des éléments que nous mettons à la disposition de la CENI pour pouvoir régler ce cas et apaiser les tensions et voir dans quelle mesure on peut capitaliser toutes ces recommandations que les éminents compatriotes sur ce plateau formulent pour que prochainement on ait des bonnes élections. Quant à la poursuite à l'endroit du président de la CENI, laissons aux juristes de nous éclairer, parce que sur ce plateau, mon frère, il est philosophe comme moi, à la seule différence que moi je suis, en plus de ça, journaliste, communicologue. Donc les juristes pourront nous éclairer si on peut poursuivre le président de la CENI
pour une quelconque infraction qu'il aurait commise dans l'organisation de ces élections. Alors, pour entrer en matière avec le deuxième sujet que vous soulevez, madame, en ce qui concerne la présidentielle, moi, j'aimerais d'abord saluer une chose, c'est la beauté de l'exercice. Quelle que soit la personne qui a plus de voix et la personne qui a moins de voix, le fait que la population assiste à la compilation en direct à l'écran, madame, à moins qu'il y ait eu quelque chose que les gens n'ont pas vu, c'est quand même un exercice qu'il faut encourager dans notre pays. Nous en sommes au 4e exercice démocratique dans notre pays. C'est quand même quelque chose qui permet, même à ceux qui se considèrent comme étant lésés, de préparer leurs moyens de défense pour saisir la Cour constitutionnelle avec preuve à l'appui, même si beaucoup de candidats n'ont pas eu accès au PV. Ça, c'est un problème réel qu'il faut résoudre de l'une ou l'autre façon. S'il y en a, qu'on les mette à la disposition des candidats qui aimeraient en avoir, parce qu'il avait été promis que les PV et les fiches de résultats seraient mis sur le site de la CENI pour que tout le monde y accède. Si on peut le faire, en tout cas, bravo. Président Denis Kadima, je ne suis pas votre parole, mais si vous le faites, en tout cas, je vous applaudirai de deux mains, parce que beaucoup de candidats n'ont pas eu accès au PV, beaucoup de candidats n'ont pas eu accès à l'ensemble des fiches des résultats, mais du moins, ceux qui ont pu en avoir, à partir de quelques tendances, peuvent s'estimer déjà être dans le bon pour être proclamés élus, et j'en suis un. Monsieur Christian Chokoro, aujourd'hui, on se dit, oui, la présidentielle, les tendances sont déjà connues, presque. On a déjà vu d'ailleurs un des candidats à président, Constant Moutamba, qui a tenu un point de presse d'ailleurs ce vendredi pour saluer les résultats, bien qu'il ait eu que je crois plus de 10 millions de voix déjà. Voilà, donc il salue. Je récupère mon temps de parole parce que moi je parlais moins que les autres. Que dira M. Chokoro? Oui, effectivement, moi je voudrais saluer le fair play démocratique du candidat numéro 3, à ce que je sache, numéro 2. Numéro 2, Constant Moutamba. En tout cas, félicitations. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Quand un jeune qu'on a vu monter tel Lumumba à l'époque sur la scène politique, arriver à faire plus de 20 provinces, moi j'ai eu quand même à faire un effort personnel pour suivre, parce que c'est notre génération, j'ai suivi vraiment de près sa campagne, plus de 20 provinces, sans beaucoup de moyens, comme les autres, et tenir un discours qui accroche de la rupture, prendre son courage en main pour présenter ses félicitations au candidat favori, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que c'est un bel exercice démocratique qu'il faut imiter, et tous les autres candidats auraient fait la même chose parce qu'ils étaient déjà totalement engagés dans le processus. C'est comme dans un match, c'est une métaphore que les gens ne supportent pas. Quand vous engagez, attendez le dernier coup de sifflet au lieu de se retirer avant la fin du match et commencer à contester l'arbitre. C'est quand même quelque chose qui ne semble pas démontrer la maturité politique dans notre pays. La grande bataille, ce sera les législatives où l'on va voir justement l'Union sacrée centrée dedans parce qu'ils ont aligné des meilleurs candidats du parti du regroupement XYZ. Aujourd'hui, on se dit, avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous voyons à travers les images, les réseaux sociaux, également ce que les politiques eux-mêmes déclarent, bourrage de urnes, tricherie, fraude et autres, comment va se présenter justement les législatives? Je voulais un tout petit peu réagir à tout ce que mes co-débatteurs de ce soir ont soulevé sur ces plateaux de télévision. Ici, je crois qu'en toute honnêteté, la responsabilité est partagée entre les hommes politiques, parties prenantes au processus électoral, et peut-être la CENI. Par le fait, peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, mais je l'ai dit encore, elle est redit, qu'il n'y a jamais eu un processus électoral parfait. J'entends par ces dire que ceux qui croient à la démocratie, comme moi, comme nous tous ici, acceptent quand même, et mon frère Mouchagaloussa l'a dit, et la population congolaise, même si la source d'eau peut être salie, mais il y a l'eau
qui jaillit et qui est buvable et que tout le monde va boire. C'est une vérité. Cela veut dire que, quel que soit tout ce qu'on peut dire par rapport aux irrégularités ou non, la tendance ne ment pas. Un élu est là. Et ceux qui croient à la démocratie comme moi devraient quand même privilégier la paix. Surtout que nous sommes en guerre. J'ai lu Moïse Katumbi ce matin sur son compte X, soutenant qu'il menait un combat pacifique, un combat, une lutte démocratique. La démocratie, c'est aussi accepter. Vous savez, si un écart était de 20 000 voix, 50 000 voix, on comprendrait. Même sans le décompte de la CENI, la population congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est consciente qu'elle a porté son dévolu sur Félix Antoine Tshisekedi. C'est un fait. Bon, c'est vrai, il y a des irrégularités, mais au nom de la paix, félicitez M. Katumbi. En démocratie, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et ça n'est pas la fin du monde en soi. Il y aura des élections en 2028. Si Dieu nous prête vie, vous allez revenir et revenir, ainsi de suite. Si vous ne revenez pas, ben écoutez, il y aura ceux qui vont continuer votre combat. Mais Totumbambo Kate, parce qu'aux 8 et les voix sont claires. 9 millions, vous êtes à 2 millions. Il n'a non plus jamais dit Totumbambo. Il a soutenu qu'il ne va même pas consulter la cour ou cantasser. Mais en même temps, j'entends, on appelle une pauvre population à manifester. À manifester, mais appelez vos enfants quand même à manifester. Bon, si vous appelez cette population, ces 2 millions de manifester, et que le camp gagnant qui a 9 millions demandait aussi à ses électeurs de marcher, vous voyez là où ça va nous amener. Pensons République avant toute chose. Pensons pays, nous sommes en guerre. Je me répète, en temps de guerre, on affaiblit par les commandants suprêmes. Ici, nous ne parlons pas des camps, mais nous analysons objectivement pour l'amour de ces pays. Qu'en sera-t-il des législatives aujourd'hui? Évidemment, je crois que la loi électorale est claire. Et la CENI a l'instrument juridique, en l'occurrence la loi électorale, qui lui permettent de dire que si à tel bureau il y a un bourrage d'urne, écoutez, la loi lui donne le pouvoir d'annuler partiellement ces votes-là. Exact. Si. Lisez la loi. Et s'il ne le fait pas, j'ai lu ça avant de monter le candidat qui détient de preuves matérielles de bourrage peut déposer à la Cour constitutionnelle. Cela peut pousser la Cour constitutionnelle à invalider la personne incriminée. Ouais. Alors, je pense que nous devons laisser les institutions de la République, chacune à ce qui le concerne, jouer pleinement son rôle. Au lieu de nous agiter et de jeter de l'essence sur un feu qui couvre encore. À l'Est, ça brille. Vous savez qu'il y a des territoires qui n'ont pas voté. Vous savez que Kagame n'attend que cette occasion pour passer à la vitesse, à une autre vitesse, à la vitesse de croisière. Mais on a promis également. Maléfique contre notre pays. Parlons-en quand même tout au long de la campagne. On a promis, la moindre escarmouche, on va déclarer la guerre, on va intervenir. Peut-on prendre ça carrément pour un discours de campagne? Parce qu'on se dit finalement, au-delà de ça, les jours se sont avancés, le pays a continué à être agressé. Mais le président de la République, au-delà de tout discours de campagne électorale, oui. Félix Tshisekedi, candidat, n'a pas ôté sa robe ou son habit de président de la République. Nous sommes en guerre. Vous
voulez qu'il vienne s'agenouiller devant un tyran en face? Il a parlé en tant que président de la République. J'entends les gens dire, mais écoutez, il y a des territoires, parce qu'il faut avouer que les États-Unis semblent nous jouer le tour, pendant qu'on nous demande de cesser le feu. Apparemment, c'était pour permettre à Kagame et à ces éléments sur nos territoires de se préparer. Pendant que le territoire est en train de partir, évidemment, c'est de l'escamouche, mais il faut réunir le Parlement. Parce que j'entends les gens dire, mais président Alobaki, que moindre escamouche a co-déclaré guerre. Mais il y a une condition. Le président n'est pas un tyran qui se réveille et il dit, mais écoutez, je déclare la guerre. Mais il y a l'Assemblée nationale qui ne va plus siéger. L'ancienne est partie avec les élections. Il faut attendre le processus de publication, de contentieux électoral, de validation des mandats des nouveaux députés, et puis, donc ça demande du temps. Donc pendant ces temps, n'affaiblissons pas. C'est pourquoi je pose la question, on va mettre ce discours-là dans le contexte, parce qu'il est président de la République, il maîtrise également toutes ces questions évoquées. Donc, ça veut dire quand il les disait, il savait ce qu'il disait. Alors, on le prend dans le contexte de la campagne électorale ou dans le contexte parce il va réunir le Parlement mais le Parlement n'est pas encore justement, là. Quand vous proposez tout ce schéma-là, ça veut dire que ça peut prendre 3, 4 mois, et peu importe la situation, comment est-ce qu'elle va évoluer à l'est de la République démocratique du Congo? Madame. Mais il n'a pas été hors sujet non plus. C'est cela la procédure. Madame, avec votre permission, oui, passez un mot. Moi, je peux vous dire, sans fausse modestie, que le discours nationaliste du président, du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, sur une radio de la place, a contribué beaucoup à augmenter son électorat à l'Est et même à Kinshasa. Ce qu'il a dit, il a dit effectivement que la rébellion que Nanga a annoncée à partir de Nairobi, avec la complicité interne de certains compatriotes, si cette rébellion osait par malheur à prendre un seul village ou à tirer sur un seul Congolais, il réunirait le Parlement en congrès pour pouvoir faire feu. Et moi, je pense que ça, c'est un discours que les Congolais ont accueilli et applaudi des deux mains, parce que c'est ça, effectivement, tenir dans ses mains, telle une flamme, le patriotisme hérité de Patrice Emery Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila. Donc on prend ça dans le contexte de la campagne électorale. On ne peut que le soutenir parce que la patrie est en danger. On ne va pas laisser les agresseurs continuer leur promenade de santé sur le sol de nos ancêtres jusqu'à l'éternité. Je crois que ça doit s'arrêter. Vous allez récupérer mon temps de parole. Je vous le concède. J'ai sollicité. Monsieur Sambaï, aujourd'hui, justement, on va revenir parce que on va revenir quand même sur cette question. Parce qu'on se dit, oui, les tendances telles données, Félix Tshisekedi favori pour briguer un second mandat, on se dit, on se pose la question, on se dit forcément que la majorité au niveau de législative pourrait aller en tendance vers l'union sacrée ou encore vers le pouvoir en place. On se dit finalement avec quelle configuration, c'est ça le grand problème aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme bourrage d'urne, tricherie évoquée par des candidats. D'ailleurs, à ce net moment, il y a des collectifs, des candidats qui déposent des dossiers sur tel autre candidat. Ça commence déjà. Bon, en ce qui concerne la législative, c'est l'union sacrée qui aura une majorité écrasante. Et là, il n'y a pas photo parce que beaucoup des candidats à la législative, c'était les candidats de l'Union sacrée. On se souviendra que Martin Fayulu n'a pas de candidat. Ensemble, il n'a pas aligné beaucoup de candidats et certains qui étaient élus, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses. Certains ne voulaient pas même afficher le visage de leur candidat numéro 3, ce qui sous-entend que la bataille, c'est entre les candidats de l'Union sacrée. Parce que sur les 23 000 candidats, peut-être l'Union sacrée, à elle seule, compte 18 000. Alors qu'il ne compte que 500 sièges, vous voyez. Donc, c'est l'Union sacrée elle-même. Les candidats entre eux, ils sont de la même famille politique, mais beaucoup visent ces mandats au sein de l'Assemblée nationale. Donc, il y aura une majorité. On sera forcément dans la question de
l'UDPS qui voudra avoir la majorité au Parlement, un tout petit peu comme le PPRD à l'époque, pour décider et ne pas connaître ce qu'il a connu au niveau de ce mandat finissant, parce qu'effectivement, l'UDPS a voulu s'imposer, mais malheureusement, il n'avait pas ce quota-là, il a dû faire des alliances, se compiler aujourd'hui. Ce sera l'UDPS en soi, et allié, et sans compter les autres plateformes politiques, notamment l'FDCA, qui d'habitude a un grand quota, et qui voudrait réellement aussi se retrouver dans ça, et d'autres qui est organisé et qui a aligné beaucoup de candidats qui ont battu campagne et qui ne sont pas cités dans des cas de bourrage d'urne. C'est ça. C'est ça, justement. Il faut féliciter la FDC, son autorité morale, M. Modeste Baptiste. En tout cas, personne de nos collègues, camarades n'est cité dans ces histoires de fraude. Justement, ce que j'étais en train de dire, c'est l'Union sacrée elle-même. Vous voyez, la FDC ne l'a pas fait. Qui n'est pas dans le bourrage. Sans citer les gens d'une autre famille, mais qui sont une sous-famille de l'Union sacrée qui s'est dans les bourrages. C'est l'Union sacrée elle-même. Donc, quand on parle législative, c'est entre eux qu'ils vont se battre pour... Il y a aussi Alors, on se dit finalement, dans cette configuration, c'est ça. Dans cette configuration-là, vous verrez que la plupart des candidats, la majorité des candidats, sont des candidats de l'Union sacrée. Nous n'avons que 500 sièges. Les candidats dans l'ensemble, 23 000. Donc, 22 500 ne seront pas élus. Et chacun s'estime déjà député national. Alors, il y a 4 grandes familles. Vous avez la FDC, vous avez l'UDPS, vous avez l'UNC, vous avez 4 grandes familles qui vont se battre pour la législative. Mais je reviens quand même sur une question très importante en ce qui concerne l'organisation des élections. Je m'inscris souvent en faux parce que je suis perfectionniste. Un scientifique, c'est un perfectionniste. Et lorsqu'on va réaliser l'alliance entre la science et la politique, vous allez comprendre qu'on va éviter des irrégularités. Si on réorganisait les élections même à 5 reprises, il y aura toujours un gagnant, il y aura toujours un perdant. Il y a eu 26 candidats au départ, et à l'arrivée, ils étaient au nombre de 21 parce qu'il y a de ceux qui s'étaient désistés. Il y aura toujours un vainqueur et 20 perdants. Il y aura toujours un gagnant. Mais le problème, c'est que ce sont des irrégularités dans l'organisation des élections qui ne sont pas encouragées. Lorsqu'on compte qu'aucun processus n'a enregistré des irrégularités, parfois il y a des irrégularités qui sont causées à dessein. Il faut qu'on y mette un terme. Lorsqu'on dit parfois 26 mois de retard, mais Denis Kadima, avec son équipe, ne vient pas faire des choses comme Malou Malou en 2006. Ils ont trouvé une base de données. Ils ont trouvé des acquis, comme Moussa Galoucha l'a dit souvent, ils ont trouvé des machines à voter, ils ont trouvé un fichier qui devait juste reformuler. Donc vous allez comprendre que nous ne partons pas du NEIA comme Malomano qui nous a organisé. Le même territoire, le même problème logistique. Le problème, c'est qu'il faut qu'on note, il y a lieu d'organiser des choses sans irrégularité. Si on s'ouvre à la raison, en croyant exactement qu'on doit respecter la loi telle qu'établie, on doit organiser des élections sans irrégularité. Je persiste et je signe. Parfois, il y a des irrégularités qui sont causées à dessein pour des fins politiciennes. Il faut qu'on sorte de cette situation. On est pratiquement vers la fin, on va vous accorder... Malheureusement, on n'a pas eu de parole. Il y a de la matière, malheureusement. Je sais comment j'ai récupéré les ministres. Mais ce qu'il faut signaler, en toute objectivité, je pense que le processus a été biaisé et la CENI doit assumer. Et je pèse les mots et je les souligne. Malheureusement, Denis Kadima n'a pas eu un beau porte-parole comme Ouidor qui pouvait les défendre à tout temps et qui a le verbe et la possibilité de pouvoir convaincre Denis Kadima les choses. La manière dont il a organisé le processus électoral et surtout les scrutins, c'est à décrier. Et je pense qu'on ne peut pas niveler vers le bas. On ne peut pas accepter toutes ces irrégularités, tout ce qui a eu comme fraude, tout ce qui a vu comme chaos, tout ce qui a eu comme tricherie, qu'on puisse laisser ça, ne pas les sanctionner pour que demain on puisse encore les revivre. Voilà. On va où? On va dans quelle société? Deuxième chose, je voulais dire quand même, je n'ai jamais été de l'opposition, j'ai toujours été un franc-parler. J'ai l'habitude de conseiller les gens et d'être conseillé gratuitement de la République. Raison pour laquelle je vais demander aux amis, aux compatriotes de l'Union sacrée de travailler sur 2 éléments, peut-être 3. Le premier élément, travailler sur comment faire accepter votre victoire. Parce que jusque-là, elle n'est pas avalée par l'opinion congolaise. Comment faire accepter votre victoire si réellement la CENI proclame que c'est vous qui avez gagné. Parce que jusque-là, on est sur les tendances. On va attendre la proclamation de la CENI pour dire tel a eu autant de voix, celui qui a été élu président de la République ou député. Ça ne passera pas dans l'opinion si vous n'y travaillez pas. C'est l'opinion dans sa majorité qui a voté. Non, c'est un conseil, j'y arrive. Le deuxième élément, et là je pèse bien les mots, la légitimité de ceux qui vont être élus. Je l'avais dit sur ce plateau à Arlette. J'avais parlé que les taux de participation arriveraient autour de 20%. Mais aujourd'hui, on n'est même pas à 20%. Nous avons une population congolaise. Je pense que
Non, c'est terrible. Nous avons une population congolaise de 108 millions d'habitants pour l'instant. Estimé. Hein? Estimé à 108 millions d'habitants. Si le chef de l'État qui va être proclamé élu a 10 millions de voix, il a moins de 10% de la population. Ce sont des résultats partiels. C'est ce que j'ai dit. N'oubliez pas qu'il y a 3 territoires qui n'ont pas voté. Les 3 territoires-là ne vont pas amener 1 million, ne vont pas amener 2 millions de voix. Non, c'est même... Le Massissi, ça peut aller. Le Massissi, c'est un... Quel est le territoire le plus centré qui a plus d'électeurs dans ces pays? J'ai quand même la cartographie. Ce sont les 2 territoires qui sont exclus et les territoires de Bandundu. Or, les territoires qui sont exclus, c'est Rutshuru et Massissi. Regardez le point électoral des députés. Et une partie de Nyiragongo qui est sous la porte de l'ennemi. Prenez ça, donc il n'y aura pas plus de 3-4 millions de voix. À moins qu'on prenne sur les voix virtuelles là que Denis Kadima avait caché ailleurs pour ajouter là. Ça, je cite. Quand je parlais qu'il y avait des bureaux et des et donc, permettez-moi, c'est un conseil que je vais vous donner et je mets la main sur lequel il y aura un problème de légitimité de ceux qui vont être élus dans ces pays. On a 108 millions d'habitants préestimés, on a un président qui est élu à moins de 15% d'élus, et donc si je vous retourne la question, toutes choses restant égales à elles-mêmes, si ceux qui ont élu, ils sont à 10 millions, à 15 millions pour les chefs de l'État, donc ceux qui ne les portent pas sont à 80 millions. Si on décide de mettre 80 millions dans la rue contre 10 millions, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, c'est une le troisième élément pour citer, je voulais dire que Denis Kadim a rendu mauvais service et au président de la République et à l'Union sacrée et tout ce qui va découler de ces processus comme conséquences, comme imprévisibles, il faut les faire porter sur... Un tout dernier mot. Je dois d'abord informer l'opinion que mon compatriote Dieudonné Moussagaloucha était candidat à l'un des postes au bureau de la CNI. Ça n'a pas marché, donc il faut comprendre son discours. Oui, le deuxième élément, c'est ce que nous appelons. Ce que nous appelons en philosophie avec mon collègue le de fonction pragmatique. J'ai dit tout à l'heure que son discours ressemblait à celui d'un opposant. Il a dit que j'étais à côté, mais lorsqu'il a pris la parole, il est tombé dans ce qu'on appelle mon collègue de fonction pragmatique. Alors je voudrais terminer en disant que j'appelle tous les Congolais, d'où qu'ils se trouvent, lorsque on va proclamer les résultats de la présidentielle, il faut éviter le triomphalisme. Il faut éviter le triomphalisme. Je m'adresse particulièrement à mes frères et sœurs de l'espace Grand Kassai. Partout où vous serez, lorsqu'on va proclamer le président réélu, priez, restez chez vous, pas de triomphalisme, il ne faut pas provoquer les autres et que les autres ne provoquent pas non plus les autres communautés qu'on vive dans la cohésion et dans l'unité pour pouvoir développer notre pays et aller de l'avant pour ne pas surtout donner le prétexte à l'agresseur qui est à la porte de faire incursion. Il n'attend que ça. Je fais le bonus, je soutiens bien les messages et je vais travailler pour la paix et la stabilité. Merci beaucoup. C'est mon dernier mot pour 2023. Il faudrait que, lorsque la CENI organise, fasse des choses de telle sorte que les perdants manquent d'arguments pour récuser les élections. Exact. Que les perdants viennent, en tout cas, j'ai perdu. Vous voyez l'élégance de Sarkozy. Il reconnaît, en tout cas, j'ai perdu. Et là, les perdants vont trouver des arguments pour dire, voilà, il y a irrégularité, il y a ceci. Il faut qu'on évite ça. Mais pour sa survie politique, Moïse Katumbi devrait vraiment faire profil bas et féliciter. Il n'est pas le seul candidat pour gagner. Il y en a d'autres également. Ce n'est pas le seul candidat. Merci. Merci à vous, M. Christian Choukoro. Merci également à M. Moussagaloucha, du leader Balikela et Olivier Sambaï. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous et moi, les téléspectateurs. Nous espérons que vous avez eu suffisamment d'éléments. Nous le disons souvent, nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo, et nous devons la préserver. Et oui, nous devons la préserver. Les résultats, les élections, tout passe. Mais nous allons continuer à vivre dans ce pays et nos enfants et petits-enfants. Alors prenons soin de ce pays dans l'espoir certainement de nous retrouver la semaine prochaine sur ce même plateau pour débattre justement des questions d'actualité. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt.